Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une personne qui fut certainement l'une des plus influentes, l'une des plus riches et l'une des plus mystérieuses de son époque. Une personne qui, à elle seule, a influencé le cours de la Première Guerre mondiale. Pas mal. Et pourtant, vous ne connaissez pas du tout son nom. Basil Zaharoff. Qui? Basil Zaharoff. Et ça a été vraiment assez difficile de retracer le parcours de cet homme de l'ombre, car toute sa vie, il a brouillé les pistes sur ses origines, entretenant les fantasmes et les légendes sur sa vie. Pourtant, Basil Zaharoff n'a jamais renié l'origine de sa fortune, la vente d'armes. Basil a été l'un des marchands de canons, d'armes et de munitions le plus efficace de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Et vous voulez connaître son secret? En fait, il est assez simple. Vendre des armes à tout le monde. Ah, vous êtes en guerre? Ah, vous aussi? Ah, contre lui? Ah, mais je peux vous aider? Oui, tous les deux. Et ce que vous ne savez pas, c'est que malgré ses activités, il a été couvert d'honneur par de nombreux pays, dont la Légion d'honneur en France. Bon, vous avez sans doute remarqué que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Bon, en même temps, t'as changé tout ton décor, hein. D'ailleurs, j'en ai aussi profité pour refaire le générique que vous allez voir dans quelques instants. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça change pas mal par rapport à ce qu'il y avait avant. Bon, mon générique n'était pas aussi ancien que celui du joueur du grenier, mais il avait quelques années d'existence, et je pense que vous avez remarqué, mais depuis 2-3 vidéos, le ton des vidéos est beaucoup plus posé et calme, ce qui ne marchait plus vraiment avec l'ancien générique. Et tous ces changements ont été rendus possibles par les différents sponsors, merci à eux, mais aussi et surtout grâce à vous, tous ceux qui aident sur Tipeee ou Utip, tous ceux qui laissent des commentaires, qui partagent ou même qui parlent de la chaîne, bref, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à vous tous plutôt, donc merci. Bref, revenons à Basil Zaharoff. Il est autant aimé que détesté, on l'appelle le marchand de mort ou le profiteur de guerre. Il fut dénoncé par les pacifistes après la Première Guerre mondiale. Attention, préparez votre Nicolas Cage. Voici l'incroyable histoire de Basil Zaharoff qui a entre autres inspiré le film Lord of War. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Basil Zaharoff naît à Mugla en Anatolie dans l'Empire ottoman sous le nom de Vassilios Zaccaria le 6 octobre 1849. Oui, vous vous doutez bien qu'en tant que célèbre marchand d'armes, Basil Zaharoff n'est pas sa véritable identité. Sa famille d'origine grecque était originaire de Constantinople et avait fui la ville pour la Russie en 1821 pour échapper aux massacres et aux pillages anti-grecs la même année, avant de revenir s'installer en Anatolie en 1840 à Mugla. Lors de son séjour en Russie, sa famille adopte le nom de Zakharov, on s'en doute pour justement échapper au massacre en n'ayant plus un nom à consonance grecque. En 1852, les Zakharov retournent à Constantinople, dans le quartier grec de Tatavia, où le père de Basil, Basilius, exerce dans le commerce de roses à parfum, ce qui donne une relative aisance à la famille au sein de ce quartier pauvre et cosmopolite. Dès son plus jeune âge, Basil Zaharoff s'illustre par sa maîtrise de plusieurs langues comme l'anglais, le français, l'espagnol, le russe ou l'allemand. Un don qu'il saura très tôt mettre à profit, vous allez voir. Pour gagner sa vie, Basil s'improvise guide pour des touristes dans le quartier proche de Galata, puis changeur de monnaie, mais aussi rabatteur pour les prostituées du quartier. Il profite de sa maîtrise des langues et de son talent oratoire pour se sortir de mauvaises situations. Et du coup, il apprend vite à mentir et vous allez voir que ça va être le fil rouge de toute cette vidéo. C'est en 1860 que commence la valse des noms. Oui, vous allez voir, il va changer assez souvent. Pour cette première, il prend le nom de Zachary Djadez. C'est sans doute mal prononcé, je suis désolé. Et il intègre les pompiers bénévoles de la ville, les Tulumbachi. Bon, ça sera écrit. Et là, vous pensez que c'est une bonne action, mais en fait, pas tant que ça, car ces pompiers profitent des incendies qu'ils provoquent assez souvent pour piller les maisons. Cette période de sa vie ne va pas durer, car le grand incendie de Constantinople en 1865 pousse les autorités à faire le ménage parmi ces pompiers, ce qui pousse Basil à s'enfuir.
Bah oui, il sait qu'il n'est pas vraiment très clean. De 1866 à 1870, on perd la trace de Basile Zakharov à Constantinople. Il réapparaît alors toujours dans la ville comme videur d'un bordel, puis il est pris comme assistant par un oncle de la famille, négociant, mais Basile s'enfuit assez rapidement car la vie rangée, vu la longueur de la vidéo, c'est pas vraiment pour lui. Et il part à Londres en 1871. Deuxième tour de la valse des noms, il s'invente une nouvelle identité, Zacharias Basilius Gortchakov, et il se dit général de Kiev, rien que ça. Il prétend alors être le cousin du prince Mikhail Gortchakov, ancien chef d'état-major de l'armée impériale russe, héros de la guerre de Crimée entre 1854 et 1856, et décédé en 1862. Et ça passe un tel mensonge? Mais oui, ça passe. Il ment à toute la communauté grecque de Londres où il participe à toutes les mondanités en quête d'affaires. En 1872, il séduit une jeune Anglaise, fille d'un entrepreneur de Bristol, Emily Ann Burroughs, qu'il épouse en octobre 1872, un mariage qui lui offre un début de respectabilité, et en plus Basile est entretenu par beau papa. Que demande le peuple? Mais en novembre 1872, il fuit précipitamment en Belgique avec son épouse, sous prétexte d'une mission diplomatique pour le tsar. Bon, vous avez compris qu'il s'agit en réalité d'un mensonge encore. En fait, la justice britannique enquête sur lui car il aurait volé 7000 livres de marchandises à un commerçant grec de Londres, ami de son oncle. Il est malgré tout arrêté à Bruxelles, puis extradé vers l'Angleterre. Et là, son oncle, alors que Basile a volé un ami à lui, va faire pression pour faire abandonner les poursuites. Et ça marche. Basile s'en sort en versant 100 livres aux marchands lésés. Je crois qu'on veut tous le même oncle maintenant. Mais bon, malgré l'abandon des poursuites, Basile est devenu indésirable à Londres. Il part donc pour Athènes, puis pour Chypre en 1873. À l'époque, l'île appartient à l'Empire ottoman. Et à l'époque aussi, ça offre de nombreuses possibilités, comme le trafic d'antiquités. Basile change de nouveau d'identité et devient ZZ Williamson, un nom très british, n'est-ce pas? Et du coup, il se procure un passeport anglais à cette identité. Et vous allez voir que Basile a vraiment bien fait de prendre ce passeport anglais, parce que en 1878, donc quelques années plus tard, l'Empire ottoman cède l'île à, devinez qui? Et oui, aux Anglais, évidemment, après la guerre russo-turque de 1877-1878, perdue par l'Empire ottoman qui cède l'île aux Britanniques. Basile, officiellement citoyen anglais, grâce à ses faux papiers, peut tout faire, et il s'associe à un homme d'affaires anglais œuvrant dans l'import-export, William Shaw. Par son intermédiaire, il se lie avec Stéphanos Kouloudis, un journaliste et homme d'affaires influent à Athènes, qui introduit Basile dans la haute société grecque, où en 1877, il fait une rencontre qui changera sa vie. Il rencontre un ancien capitaine de la marine marchande, désormais agent pour la Grèce et les Balkans, d'un petit fabricant d'armes suédois, Thorsten Nordenfelt. Sur les conseils de Skouloudis, le représentant rencontre Zakharov afin qu'il devienne son successeur comme agent pour Thorsten Nordenfelt, et le 14 octobre 1877, Basile devient donc le représentant de la firme pour les Balkans et la Grèce, contre un salaire hebdomadaire de 5 livres. C'est tout? Alors il faut savoir que 5 livres de 1877, ça fait dans les 600 € actuels, quand même, et 1% sur chaque vente réalisée. À 28 ans, Basile Zakharov devient donc marchand d'armes. Mais ce n'est pour l'instant qu'une occupation secondaire, parce que pour l'instant une autre affaire attire toute son attention. Nous sommes en 1878, alors que Chypre passe sous le giron britannique, et un important détachement de troupes anglaises débarque sur l'île pour assurer sa protection. Or, Chypre n'a pas les installations pour accueillir ses troupes, et l'armée britannique cherche des entrepreneurs locaux pour réaliser ces installations. Et Basile, c'est pas du tout un entrepreneur, mais c'est un beau parleur, tu sais. Il fait la bonne affaire. C'est lui qui remporte plusieurs contrats, dont la construction de la résidence du haut-commissaire. Il en profite aussi pour faire du commerce avec les Anglais de produits locaux avec l'aide de son associé Shaw. Basile, désormais une personne importante à Chypre et pour l'Angleterre, en profite pour renouer avec la communauté grecque de Londres, qui oublie bien vite ce qui s'est passé quelques années auparavant parce que bon, Basile est important maintenant, tu vois. En 1880, il décide de vendre ses affaires à Chypre, à ses associés, et part en quête de nouvelles affaires. On le retrouve en Irlande sous le nom de comte Zakharov, comme agent de l'Alan Steamship Company, où il tente de convaincre des Irlandais et Irlandaises de s'embarquer sur sa compagnie pour les États-Unis pour profiter du rêve américain. Aidé de recruteurs, il touche une commission sur chaque embarquement, il se rend en Amérique et fait plusieurs affaires en achetant des actions de compagnies pétrolières ou de chemins de fer, qu'il revend avec une belle plus-value. Et il abuse toujours les gens de la bonne société en se présentant comme comte Zakharov ou prince Zakharov carrément, puis comme neveu du prince Mikhail Gortchakov toujours, et il s'invente un bannissement voulu par le tsar.
Moi, j'ai été banni par le tsar, tu vois, on joue pas dans la même cour. Un beau parleur, on vous dit, un beau parleur. Et c'est loin d'être fini. Le 28 août 1885, le New York Herald annonce son mariage sous le nom de Zacharias Zakharov avec Jane France Billings, fille d'un homme d'affaires réputé de New York, dont la richesse 200 000 $ doit revenir à sa fille. Attends, il avait pas une femme déjà en Angleterre, là? Si, justement, Basil est toujours officiellement marié à Emily Ann Burroughs, et le père de sa femme, la vraie, voit le journal et se manifeste aussitôt pour dénoncer le mariage tout en engageant pas mal d'avocats. Pas grave, Basil fuit en Hollande avec sa nouvelle épouse, mais il est rattrapé dès son arrivée, il est convoqué au consulat américain et pour éviter un procès, qui lui coûterait quand même pas mal cher, il est contraint d'abandonner son second mariage et le riche héritage en vue. La mésaventure le décide à divorcer de son premier mariage en septembre 1885. Basil est maintenant libre comme l'air, mais surtout, il n'est plus vraiment apprécié aux États-Unis, en Irlande ou encore en Angleterre. Encore. Pas grave, Basil va repartir de zéro, ou presque, car il se souvient qu'il a un autre métier. Et oui, il est toujours le représentant de la société Nordenfeld. Voilà une chance de se refaire, et qui dit nouveau départ dit nouveau nom. Zacharias Basilius Zakharov prend alors le nom qui le rendra célèbre, Basil Zaharoff. Bon, du coup, Basil n'est plus vraiment apprécié dans pas mal de pays, il revient donc en septembre 1885 à Athènes et s'empresse de proposer aux autorités les nouvelles armes de Thorsten Nordenfeld, un canon naval léger et surtout un sous-marin mis en service en 1882, le Nordenfeld I. Pour cela, il profite des tensions avec les Balkans depuis 1878 et surtout depuis la guerre russo-turque dont on a parlé juste avant. À l'époque, tout le monde voit bien que l'Empire ottoman est en train de s'effondrer. Et beaucoup de pays veulent leur part du gâteau. Et donc de nombreux pays se réarment en vue des futurs conflits qui ne manqueront pas d'éclater avec les revendications nationalistes des uns ou des autres. Ainsi, la Grèce s'endette lourdement pour moderniser son armée et sa marine pour soutenir son projet, la Grande Idée. C'est-à-dire unir tous les Grecs des Balkans, des îles et d'Asie mineure dans une seule nation, un plan qui se heurte à la volonté des autres puissances naissantes évidemment. La Serbie, la Bulgarie et surtout l'Empire ottoman. Et Basil, grâce à ses relations, eh bien il arrive à se faire introduire auprès du ministre de la marine grecque et il lui présente les plans du sous-marin. Il fait la démonstration d'un modèle réduit de l'engin dans les bains de l'hôtel où il loge et affirme haut et fort au ministre et à ses conseillers que cette invention révolutionnaire lui permettra de menacer la flotte turque. Ça permettra même de rompre un éventuel blocus, de mener des opérations dans les îles convoitées par la Grèce, bref. Ce sous-marin, il est génial. En plus, le sous-marin est immédiatement disponible. Son discours, et peut-être surtout les bakchiches, finiront par convaincre le ministère grec de la marine et en novembre 1885, la Grèce achète le sous-marin pour 9000 livres. D'ailleurs, tu savais que le prix catalogue du sous-marin était normalement de 20 000 livres. Il a réussi à faire une sacrée réduction à la Grèce en promettant à Nordenfeld que la vente de ce sous-marin en entraînera d'autres. Et oui, et le sous-marin est livré début 1886, mais dès ses premiers essais, il se révèle instable et ne sera finalement jamais utilisé par les Grecs, qui le mettent à la casse dès 1901. On commence à comprendre le pourquoi de la jolie réduction. Et là, vous vous souvenez ce qu'on a dit en début de vidéo ? Que les gens doivent écrire un commentaire sur ton générique et partager la vidéo? Mais non, que puisque Basil est un marchand d'armes, il va en vendre à tout le monde. Alors, quel est le grand ennemi de la Grèce à l'époque? Une économie viable? Mais oui, quoi? Du coup, Basil, dès la vente conclue avec Athènes, il part à Constantinople et informe l'Empire que les Grecs viennent de lui acheter un sous-marin qui représente une menace pour la flotte turque. Hassan Pacha, le ministre de la marine turque, est inquiet, d'autant que des rumeurs laissent à penser que les Russes, autres adversaires potentiels, vont aussi acquérir des sous-marins. Pour rétablir l'équilibre des forces, Hassan Pacha doit au plus vite acquérir lui aussi des sous-marins, et ça tombe bien, Basil en a à en vendre. Le monde est quand même bien fait. Des pourparlers s'engagent dès novembre 1885 et Basil propose aux Ottomans le Nordenfeld II, qui vient juste d'être mis au point. Plus grand, mieux armé, pouvant plonger plus profondément. Le prix, 11 000 livres par exemplaire après remise sur le prix catalogue. Trop gentil. Début 1886, la vente est conclue pour 2 exemplaires. Nordenfeld est ravi de son représentant et décide de se fonder une nouvelle société, la Nordenfeld Guns and Ammunition Company, Nordenfeld Guns and Ammunition Company, dont Zaharoff reçoit quelques actions pour ses services.
Les deux sous-marins sont livrés à la fin de l'année 1886. Les premiers essais sont peu concluants et des modifications sont réclamées par la marine turque. Nordenfeld s'exécute et les modifications sont effectuées. La marine turque teste de nouveau les sous-marins qui plongent sans aucun problème et coulent même sans souci un navire cible. Mais comme les Grecs, les Turcs ne l'utiliseront pas car le sous-marin est beaucoup trop lent et incapable d'évoluer dans une mer agitée. Les deux sous-marins ne seront jamais utilisés en service. Reste maintenant à Basile à vendre des sous-marins à l'un des adversaires de l'Empire ottoman, la Russie. Il se rend donc à plusieurs reprises à Saint-Pétersbourg en mai 1887 afin de proposer le nouveau modèle de Nordenfeld, le Nordenfeld 3. Et non, le 4. Bon, toujours plus gros, toujours plus rapide, toujours mieux armé. Et comme avec l'Empire ottoman et la Grèce, il joue de la menace des sous-marins qu'il a vendus aux Ottomans. Basile vend ainsi 2 sous-marins à la Russie à la fin de l'année 1887. Un premier est livré en 1888, mais manque de couler en novembre, la commande du second est alors annulée. Et ces sous-marins, c'est vraiment pas une réussite, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que Basile, lui, il a déjà empoché sa commission. Ces ventes sont le premier coup de maître de Basile Zaharov et ce n'est que le début. En parallèle de cette vente, Basile a été aux 4 coins de l'Europe et de l'Amérique du Sud pour tenter de vendre des mitrailleuses et des sous-marins, avec quelques succès pour les mitrailleuses mais aucun pour les sous-marins. Pas vraiment au point. Ouais, ça on l'a vu. L'arme ne convainc tout simplement pas les marines européennes et les Sud-Américains les trouvent trop chères. Mais bientôt, Zaharov aura à proposer une arme miracle que tous les pays vont s'arracher. La mitrailleuse automatique Maxim. Mise au point par l'ingénieur Hiram Maxim en 1884, la mitrailleuse apporte une amélioration énorme par rapport aux précédentes machines sur le marché, car c'est l'une des premières auto-alimentées. C'est-à-dire que t'as plus besoin de mettre les balles une par une. Elles rentrent toutes seules, et ça fait que tout ce qu'il y a eu avant devient obsolète. Maxim s'associe avec la société anglaise Vickers pour la production et enchaîne les démonstrations à travers l'Europe à partir de 1886. À cette époque, Basile s'associe en parallèle de Nordenfeld avec un autre fabricant de fusils, l'Autrichien Ferdinand Mannlicher, qui espère être choisi pour équiper l'armée ottomane. Mais il est en concurrence avec un autre armurier, allemand quant à lui, Mauser. Pour s'assurer le marché, Mannlicher fait appel à Zaharov qui flaire la bonne affaire. Bah oui, parce que la commande va porter sur 1 million d'exemplaires. Il y a de l'argent à se faire. Et Zaharov contacte l'un des chefs d'état-major de haut rang et lui propose un montage financier à 2. Zaharov achètera les fusils 40 francs à Mannlicher pour les revendre 200 aux Ottomans. La différence revenant à 50 francs pour son intermédiaire et 110 francs pour lui. Ah bah ça fait une jolie marge, hein. Oui, mais sans doute un petit peu trop car les autorités ottomanes trouvent le prix trop élevé et c'est Mauser qui est choisi. Bon, du coup, l'association Zaharov-Mannlicher est un fiasco, Basile retrouve donc ses affaires avec Nordenfeld, qui le presse justement de rivaliser avec Maxim et Vickers pour la vente des armes. Zaharov, il n'est pas très motivé, parce qu'il sait bien que la Maxim est supérieure en tout point aux armes qu'il propose. À la loyale, Basile n'a aucune chance et il le sait. Mais il reste la méthode déloyale, et vous commencez à connaître Basile un petit peu, hein. En juillet 1887, il intervient lors d'une démonstration à Vienne devant l'empereur François-Joseph. Les diverses mitrailleuses disponibles sont présentées et l'enjeu est de taille, l'équipement de l'armée austro-hongroise. Lors de sa seconde démonstration, la Maxim s'enraye dès les premières salves alors qu'elle a tiré avec succès la veille. C'est étonnant quand même, non? Il y a une entourloupe qui s'appelle Basile, c'est ça? Exactement. En fait, pendant la nuit précédente, Basile a fait ami-ami avec le mécanicien de l'arme. Ils ont été boire ensemble et Basile a profité du fait que son nouvel ami soit complètement pété pour fausser les pièces de la mitrailleuse. Rien que ça. Et Basile va même plus loin parce que après la démonstration, il convoque la presse pour annoncer que la Nordenfeld a remporté le concours et pas la Maxim qu'il juge incapable de produire en masse une arme qui en plus comporte des défauts. Mais le sabotage et les mensonges n'y feront rien, une commande de 131 Maxim est finalement passée. En quelques mois, les grandes puissances européennes achètent toutes quelques exemplaires de la Maxim. Nordenfeld a loupé le contrat et la société commence à perdre de l'argent et finit en juillet 1888 par fusionner avec son principal concurrent, Maxim. La nouvelle entreprise est ainsi fondée et Basile devient le représentant de la société pour toute l'Europe. À partir de 1888, Basile Zaharov s'installe à Paris, au 54 rue de la Bienfaisance.
Ouais, je vous donne l'adresse, je suis comme ça, parce que si vous êtes parisien, vous pouvez vous la péter auprès de vos amis, en passant devant, en affirmant que l'un des plus grands marchands d'armes du monde a vécu ici. Vous me direz en commentaire si ça a marché. Peu de temps auparavant, Basile a rencontré la femme de sa vie. Il est envoyé en Espagne pour superviser une manufacture rachetée par Nordenfeld Maxim. Et il rencontre à Madrid Francisco María de Borbón-Braganza, duc de Marchena, grand d'Espagne et surtout proche du roi Alphonse XIII. Et il rencontre aussi sa jeune épouse, María del Pilar, dont il tombe aussitôt amoureux. Et il le restera toute sa vie. Attends, Basile va piquer la femme d'un proche du roi d'Espagne? Oui, mais bon, il sait rester discret, hein, il n'y a rien d'officiel, mais il est proche de la famille et sert souvent de confident à la jeune femme. Vous avez compris. En même temps, il devient le conseiller pour les affaires étrangères de Nordenfeld Maxim et vend des armes aux 4 coins du monde. Russie, Turquie, Roumanie, Grèce, Espagne, Prusse, Chili, Pérou, Brésil. Bref, ces voyages lui permettent de nouer des contacts, de recruter des agents et de remplir le carnet de commandes de son employeur. En 1895, la révolution cubaine éclate et l'Espagne se réarme pour y faire face. Il est alors en concurrence avec Krupp pour vendre des canons à Madrid, et la lutte est féroce. Mais Basile est un malin, et vous commencez à le connaître. Et on va encore jouer sur le plan déloyal, hein. Vous savez ce qu'il va faire? Il achète en fait en secret une dizaine de canons à son concurrent, donc Krupp, qu'il fait livrer aux rebelles cubains. Il s'empresse aussitôt de dénoncer la manœuvre aux Espagnols en mode « Oh, regardez, les rebelles, ils ont des canons Krupp. Comment faire confiance à cette société qui vend des canons ennemis ?» Et ça marche, Basile gagne le marché. Mais quel filou ce Basile. Il regarde la barre de progression de la vidéo. Sa vie est loin d'être finie. Ça mérite bien un pouce en l'air, ça. La fin du 19e siècle et le début du 20e siècle est une époque bénie pour les marchands d'armes en raison des immenses progrès techniques qui rendent très vite obsolètes les armes commandées, d'autant que l'ensemble des nations se livrent à une véritable course à l'armement, notamment en Europe, où les tensions montent très rapidement. Nous sommes peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale, qu'on sent arriver, hein, c'est pas arrivé « Oh, la guerre mondiale !» Pour faire face à la demande, les sociétés d'armement évoluent. Nordenfeld Maxim, sur la volonté de ses principaux actionnaires, Nathan de Rothschild et Albert Vickers, est finalement absorbé par la firme de ce dernier en 1897. Basile devient actionnaire de 2% de la nouvelle société. Il entre au conseil d'administration et reste le vendeur en chef. Un rôle qui lui offre un statut dans le monde, Vickers étant une firme connue dans le monde entier. En 1898, après en avoir fait la demande, Basile obtient la nationalité française et s'installe au 53 avenue Hoche à Paris, dans un immeuble qu'il achètera en 1904. Il en a les moyens, hein, de toute façon. Il touche 35 000 livres de Vickers en 1900, soit plus de 3 650 000 € actuels. Et c'est pas fini, hein, parce que avec la course aux armements, sa rémunération grimpe à 86 000 livres en 1905, 8,9 millions d'euros. Dès 1910, sa rémunération dépasse les 100 000 livres par an, sans compter les dividendes de ses actions Vickers. Bref, Basile est devenu riche, très riche, et il évolue dans le luxe. Il installe ses sœurs dans de luxueux appartements à Paris. Il reçoit régulièrement la fameuse María del Pilar, qui a aussi emménagé à Paris avec son époux, le duc de Marchena, dont l'état mental fragile empire. Il prend aussi l'habitude de passer quelques semaines l'hiver à Monaco à partir de 1895. Bref, Basile profite. On l'a dit juste avant, mais le début du XXe siècle voit une multiplication des conflits dans le monde. Donc en plus de l'Europe ou de l'Amérique du Sud, dont on a déjà parlé, Basile profite des guerres balkaniques, dans les Balkans, ou de la guerre russo-japonaise pour alimenter tous les camps en armes. Basile est devenu maître dans les affaires et dans la négociation, dans l'art de distribuer les pots de vin aux bonnes personnes. Parfois des scandales de corruption éclatent, mais jamais le nom de Zaharov n'est cité. Le plus gros marché des années 1910, c'est celui de la Russie, humilié en 1905 par le Japon. L'Empire russe entend rattraper son retard et débloque des millions pour y arriver, mais le marché est la chasse gardée des Français de Schneider-Creusot. Pour s'implanter, Vickers et Zaharov vont ruser, puis jouer de diplomatie. Vickers signe grâce au contact de Zaharov et aux nombreux pots de vin du ministre de la guerre Vladimir Sukhomlinov un accord avec l'arsenal de Toula pour la production sous licence des mitrailleuses. Ça veut dire que Vickers vend ses plans, ses brevets et son savoir-faire contre une redevance de 80 livres pour chaque exemplaire produit. Alors forcément, la France est un peu irritée par ce contrat et demande donc aux représentants français de créer une société associant Vickers et Schneider pour construire les arsenaux de marine russe dans le cadre de la Triple Entente. J'ai rien compris. Je vous explique.
En fait, nous sommes juste avant la Première Guerre mondiale. La France, le Royaume-Uni et la Russie sont alliés, c'est la triple entente. Par contre, quand il s'agit de vendre des armes à la Russie, la France, représentée par Schneider, et l'Angleterre, représentée par Vickers, sont concurrents. Du coup, pour éviter les tensions entre les deux pays, ils fondent ensemble une nouvelle société commune pour armer leur allié, la Russie. Et l'enjeu du contrat est énorme, 2,5 millions de francs, soit 250 millions d'euros actuels. Et pour financer cette somme colossale, la Russie, via son ambassadeur en France, Arthur Rafalovitch, va lancer un grand emprunt auprès des épargnants français. Ça veut dire que les Français peuvent acheter de la dette russe. Une campagne de financement qui est largement soutenue par la presse française, qui, elle aussi, a touché de forts pots de vin, pour inciter les lecteurs à prendre des emprunts russes. Des emprunts qui ne seront jamais honorés par la Russie suite à la révolution de 1917, mais ça c'est un autre sujet. Mais bon, au moins les Russes ont eu leurs armes. Et à la veille de 1914, Basile a vendu des armes dans de nombreux pays autour du globe. Il est une figure centrale de l'industrie de l'armement, et il a ses entrées dans tous les ministères et états-majors de par le monde. Et pourtant, son nom reste aujourd'hui encore dans l'ombre pour le grand public. Allez, honnêtement, c'est dommage qu'on peut plus faire de commentaires de sondages sur YouTube, hein, mais est-ce que vous aviez vraiment entendu parler de Basile Zarov avant cette vidéo? Mais déjà là, son nom va commencer un petit peu à sortir de l'ombre, parce qu'il devient l'incarnation officielle de Vickers, puis celui du commerce des armes. Ses méthodes, sa fortune et le mystère entourant son existence sont la source de tous les fantasmes qu'il entretient lui-même en plus, hein, en réécrivant régulièrement son histoire et les événements de sa vie pour captiver ses interlocuteurs. Et mieux les manipuler. L'homme interroge et plusieurs États commencent à enquêter sur lui, mais ces enquêtes sont peu concluantes et cela n'empêche pas Basile de recevoir la Légion d'honneur en 1908 sur proposition du ministre de la Marine pour avoir créé les foyers de marins et une maison de retraite leur étant dédiée. Zaharov finance aussi la création d'une chaire universitaire d'aérodynamique à Paris. Et il multiplie tant qu'à faire les dons de bienfaisance histoire de se faire bien voir. Pour soutenir ses affaires en France et soigner son image, il rachète en 1911 le journal Excelsior. Le 31 juillet 1914, il prend un grade dans la Légion d'honneur puisqu'il devient commandeur, au moment même où la Première Guerre mondiale éclate. Pendant 4 ans, les usines Vickers vont tourner à plein régime. La branche anglaise va produire à elle seule 4 cuirassés, 3 croiseurs, 53 sous-marins, 3 navires auxiliaires, 62 navires légers, 2328 canons, 90 000 mines, 22 000 torpilles, 5 500 avions, 100 000 mitrailleuses et des dizaines de millions de balles et d'obus. Basile, lui, va s'engager à fond du côté de l'entente. Il est d'ailleurs un intime de Lloyd George, Premier ministre anglais de 1916 à 1922, et proche aussi d'Aristide Briand, président du Conseil français de 1915 à 1917. Et le chapitre qu'on va commencer maintenant est sans doute le plus impressionnant, car Basile va faire de la diplomatie et il va carrément influencer le cours de la Première Guerre mondiale. Rien que ça. S'assurer de l'engagement de la Grèce dans leur camp serait un avantage non négligeable pour l'entente, car cela permettrait d'attaquer le flanc des Austro-Hongrois et des Ottomans ainsi que d'offrir un soutien de choix à la Serbie, là où la guerre a commencé. Mais il y a un petit souci, en fait, qui est énorme, en fait, à ce plan, c'est que le roi de Grèce, Constantin Ier, est le beau-frère de l'empereur allemand Guillaume II, donc il n'est pas vraiment enclin à entrer dans le conflit, et encore moins à lui déclarer la guerre. En plus, en 1914, la Grèce n'a pas du tout envie de se lancer dans un conflit, puisqu'elle sort de 2 guerres balkaniques, car même si elle a gagné 70% de territoire en plus et doublé sa population, en fait, cette nouvelle population amène des divisions et des tensions dans le pays. Et puis la Grèce est ruinée, tout simplement. 467 millions de francs or dépensés pour cette guerre, soit plus de 148 milliards d'euros aujourd'hui. Une somme folle. Entrer encore en guerre serait une pure folie. On entend venir le mais. Mais le premier ministre grec Elefthérios Venizelos, en poste depuis 1910, lui est favorable à l'entrée en guerre aux côtés de l'entente, afin d'être du côté des vainqueurs, quand les alliés se partageront l'Empire ottoman, qui lui est allié avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Ce qui permettra à la Grèce de mettre en œuvre la grande idée dont on a déjà parlé. En février 1915, profitant de l'opération alliée dans les Dardanelles, Venizelos propose, sans en référer à son roi, d'envoyer des troupes grecques à Gallipoli, donc là où se trouve la bataille, ce qui équivaut à choisir un camp.
Le roi il apprécie pas vraiment, hein, on s'en doute, et il contraint son ministre de démissionner. Mais il y a des élections en juin 1915, le ministre, il les remporte ces élections, il retrouve donc son poste, et il peut continuer ses petites affaires. Et c'est là que la Bulgarie va l'y aider, à faire ses petites affaires. Voilà. Je savais pas quoi dire. En septembre 1915, la Bulgarie entre en guerre aux côtés des empires centraux et attaque la Serbie. La Serbie qui est une alliée de la Grèce depuis 1913. Elefthérios pousse le roi en faveur de la guerre, mais Constantin Ier met son veto, carrément, à l'entrée en guerre. C'est impossible. C'est non. Non. Là, du coup, Elefthérios ne s'avoue pas vaincu et invite carrément l'Entente à venir occuper le port de Salonique afin de soutenir la Serbie. Et l'Entente, elle en profite à fond, hein, c'est ce qu'on appelle le début de l'expédition de Salonique. Furieux, Constantin Ier renvoie à nouveau Venizelos, ce qui met en colère les membres de l'Entente et surtout provoque une rupture avec une partie de son peuple qui soutenait Elefthérios puisque, je rappelle qu'il a été élu 2 fois, et il n'y a pas si longtemps. La situation empire quand le roi refuse de reconnaître l'occupation de Salonique par les Alliés. La tension est à son comble, et devinez qui va entrer en scène pour débloquer la situation. Basile, qui propose un plan le 12 novembre 1915. S'appuyer sur son réseau pour obtenir le ralliement du peuple et du Parlement à leur Premier ministre. Basile dira « Tout ce que j'ai à faire est d'acheter les journaux germanophiles et les 45 députés grecs. » Un coût qu'il estime à 1,5 million de livres. C'est énormément d'argent, mais nécessaire pour raccourcir le conflit de plusieurs mois selon lui, grâce à l'entrée en guerre de la Grèce. Pour parachever son plan, il va provoquer un incident frontalier entre les Grecs et les Bulgares. Nous sommes le 11 décembre 1915, Basile reçoit le feu vert de l'entente ainsi que l'argent souhaité, donc les 1,5 million de livres, ce qui, entre parenthèses, représente 4 fois le budget des services secrets anglais dans 1915. Il reçoit aussi la consigne d'être le plus discret possible et que rien ne puisse le relier avec les membres de l'entente. Logique. Il commence en décembre à corrompre à tout va. Le 10 janvier 1916, il rentre en France après avoir acquis plusieurs députés et neutralisé plusieurs journaux défavorables au Premier ministre grec. Mais à force de corrompre tout le monde, Basile, il a déjà plus d'argent. Et il n'a surtout pas pu produire l'incident pour pousser la Grèce à la guerre et il se retrouve donc à court d'argent. Ce qui déçoit l'entente, on s'en doute. Un Français, Henri Thureau, propose alors la création d'une agence d'information et de publicité pour mener des actions de propagande à Athènes. Les Allemands ont bien déjà la leur sur place, l'agence Wolf, dont Krupp, qu'on connaît d'ailleurs, est actionnaire. Les Français décident de soutenir l'action. Les Anglais, eux, ne sont pas vraiment convaincus, et parce que Basile, il a quand même dépensé 1,5 million de livres sans vraiment beaucoup de résultats. Voilà, donc ils refusent de mettre plus d'argent dans l'affaire. C'est donc sur ses fonds propres, 500 000 francs, que Basile Zaharoff va financer la fondation de l'agence radio et créer un journal pro-Elefthérios et pro-entente, le Elefthérios Typos. Pour réussir son plan, Basile dépense sans compter en achetant plusieurs journaux et surtout il attribue des crédits illimités à son agence. Il mène aussi des opérations plus obscures en recrutant une petite armée d'hommes de main issus des bas-fonds d'Athènes pour faire les basses besognes. Intimidation d'élus et de fonctionnaires, distribution de pots de vin, descente dans les journaux germanophiles et jusqu'à l'assassinat d'agents allemands du baron von Schenk qui mène le même combat que lui mais au profit de l'Allemagne. Athènes, en partie à cause de Basile, devient un nid d'espions et la ville de tous les dangers, surtout depuis l'annonce de nouvelles élections en janvier 1916. Les batailles des partisans des deux factions sont quotidiennes, mais la situation reste figée jusqu'en août 1916. Le 2 août, des officiers fidèles au Premier ministre organisent un coup d'État à Salonique avec le soutien des troupes alliées de l'armée d'Orient du général Sarai. C'est le début du grand schisme. La Grèce est alors coupée en 3, le sud royaliste avec Athènes pour capitale, le nord avec Salonique sous le contrôle des rebelles et entre deux des zones tenues par les alliés qui tentent d'éviter la guerre civile. En novembre 1916, le comité de défense nationale de Salonique, présidé par le Premier ministre grec, déclare enfin la guerre à la Bulgarie et l'Allemagne. Le 1er décembre, une troupe française débarque à Athènes pour désarmer les forces fidèles à Constantin, mais elle est accueillie par une forte résistance, et après de longs combats, en juin 1917, Constantin est finalement contraint à l'exil et cède son trône à son second fils, Alexandre. Le schisme s'achève et Elefthérios revient à Athènes et contrôle enfin tout le pays, et il s'engage alors pleinement aux côtés de l'entente, ce qui lui permet d'être à la table des vainqueurs en novembre 1918. À ce moment-là, Basile, en fait, il s'est déjà retiré des affaires de Grèce depuis longtemps, il a vendu son agence à la United Press. Oui, il n'avait monté son agence que pour son opération secrète, et elle est terminée maintenant, hein. Il n'en a plus besoin,
Au final, l'affaire ne fut pas financièrement rentable pour lui, ça je pense que vous l'aviez compris, mais il a acquis quelque chose de bien plus précieux, c'est la gratitude de l'Entente qui va gagner la guerre. À la signature de l'armistice, le temps est venu pour Basile de récolter les fruits de son engagement sans faille pour la cause de l'Entente. En France, il gagne de nouveau un échelon de la Légion d'honneur, il est fait grand officier le 30 juin 1918 sur demande du ministère des Affaires étrangères. Et en Angleterre, le 21 mai 1919, il est décoré de la Grande Croix de l'Ordre du Grand Bain par le roi George V, un honneur qui lui permet de se faire appeler officiellement Sir. En 1919, il est à l'apogée de son pouvoir et de sa richesse. Il se montre aussi généreux, il multiplie les dons et les financements à diverses opérations philanthropiques, 500 000 francs aux blessés et mutilés, création d'une chaire d'aviation à l'université d'Oxford qui lui attribue un doctorat honorifique en retour. Basile a maintenant plus de 70 ans, mais il n'a toujours pas l'intention de se retirer des affaires et des intrigues politiques. Il veut pousser son ami Elefthérios à attaquer l'Empire ottoman en décomposition, pour s'assurer la réalisation de la grande idée au moment du partage de l'Ancien Empire. C'est la guerre gréco-turque lancée en mai 1919, donc juste avant les négociations de paix de la Première Guerre mondiale. Et c'est fait exprès car si la Grèce gagne la guerre, donc on est pile poil entre l'armistice et la signature du traité de paix, et puisqu'elle sera à la table des vainqueurs, elle sera en position de force pour s'accaparer des territoires, autrefois ottomans, surtout si elle les a conquis entre-temps. Donc la Grèce est d'abord victorieuse, mais abandonnée par les Alliés, l'aventure militaire en Asie mineure s'achève en déroute suite à la contre-offensive turque et aboutit à la grande catastrophe. Les populations grecques d'Asie mineure, 1,5 million de Grecs, sont chassés et massacrés. L'aventure aboutira à la chute de la monarchie grecque en 1924. Bon, la Grèce, c'est fini pour Basile qui, de toute façon, a flairé un nouveau commerce lucratif, celui du pétrole. Il ouvre en 1916 un chantier naval pour Vickers dédié à la production de tankers, puis rachète pour son propre compte une société de transport pétrolier, la Société Navale de l'Ouest en 1919. Il poursuit en s'intéressant à la prospection de pétrole en Algérie, et il est sollicité par la France pour fonder une grande compagnie nationale de pétrole, la Société Générale des Huiles de Pétrole, qui deviendra par la suite la filiale française de l'Anglo-Persian Oil Company, devenue aujourd'hui BP. Attends, mais ça veut dire que le mec a participé à la fondation d'une entreprise, BP, qui est aujourd'hui dans le top 10 des entreprises mondiales en chiffre d'affaires depuis au moins 15 ans. Chapeau. En 1916, il achète le château de Balincourt où il s'installe et il est rapidement rejoint par l'amour de sa vie, Maria del Pilar, dont le décès de son mari, le duc de Marchena en novembre 1923, va lui permettre de vivre leur relation au grand jour et il se marie le 22 septembre 1924. Pour l'amour de son épouse, Basile a un grand projet. C'est... lui offrir le rocher de Monaco. Quoi? Habitué des lieux depuis la fin du 19e siècle, Basile est proche d'Albert Ier et de son fils Louis II, à qui il a déjà rendu plusieurs services financiers, notamment en rachetant la Société des Bains de Mer de Monaco, qui gère les hôtels et les casinos, pour éponger les dettes. En 1924, il tente donc de racheter le rocher, et Basile est prêt à mettre n'importe quel prix pour l'offrir à sa femme. Mais Louis II refuse de lui vendre. Furieux, Basile mène alors une campagne de presse contre Louis II et la principauté, mais le prince réplique en dénonçant les manœuvres d'un métèque de la finance internationale, un gros requin à la détestable réputation d'insatiable. Mais tout s'arrête, subitement, le 25 février 1926, parce que Maria del Pilar décède subitement de la tuberculose. Meurtri, Zaharov abandonne son projet qui n'a plus de sens et se retire de toutes ses activités pour vivre reclus dans ses propriétés. Il décède à Monaco le 27 novembre 1936 à l'âge de 87 ans. Son nom et sa vie resteront attachés à l'archétype du marchand d'armes et du profiteur de guerre. Il sera d'ailleurs de manière à peine voilée repris par Hergé en 1937 pour l'album de Tintin L'Oreille Cassée, où un marchand d'armes du nom de Basile Bazarov, représentant de la Viking Arms Company, vient vendre des canons au général Alcazar de San Theodoros, avant d'aller proposer des armes identiques à la République du Nuevo Rico, l'adversaire de ce dernier. Waouh, une vidéo incroyable, pas vrai? Merci à tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, parce que c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement, sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires, et surtout de lâcher le pouce en l'air qui va bien. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque là, si j'ai pu faire ce nouveau décor, c'est grâce à vous. Donc,
rejoignez-les. J'espère en tout cas que ce nouveau décor vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, déjà bravo, parce que la vidéo est quand même pas mal longue. Et allez voir le film si vous l'avez pas vu, il commence à dater un peu, Lord of War avec Nicolas Cage. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, au niveau de la vidéo, vous écrivez dans les commentaires Nicolas Cage, c'est rien à côté de Basile. Voilà. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Le fil. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.